Bonsoir Franck. Bonsoir Tom. Alors Franck, on est arrivé au sixième sitrep sur la Libye et nous sommes le 22 mai 2018 à une heure qu'on se gardera bien de donner puisqu'il est relativement tard. Mais ce sitrep est très important parce que il va nous révéler trois choses très importantes et on va commencer par un élément dont tu souhaitais faire, je dirais, une analyse. C'est celle concernant ce que le journal Jeune Afrique a publié, c'est-à-dire une information sur une réunion au Sénégal qui dura 3 jours et qui fut à l'initiative de la Fondation Congo-Brazzaville, présidée par un acteur des réseaux France-Afrique, M. Olivier, dans le but d'initier, d'opérer une réconciliation interlibyenne avec les frères musulmans représentés par l'inénarrable Abdelhakim Belladj et le mouvement populaire national libyen présenté par Jeune Afrique comme étant le mouvement Septembre, en référence au 1er septembre 1969, date de la libération de la Libye par Mouammar Kadhafi et ses camarades, c'est-à-dire les officiers libres. Que penses-tu de cette initiative ? Alors oui, effectivement, Monsieur Olivier, qui est un ami intime de Monsieur Sassou Nguesso, président de Congo-Brazzaville, on avait déjà évoqué dans différentes sitrep, puisque Jeune Afrique est dans les mains d'un membre de la famille de Monsieur Sassou Nguesso. Jeune Afrique a toujours donné tribune au terroriste takfiriste Abdelhakim Belladj. Je tiens quand même à rappeler que M. Abdelhakim Belladj a été financé par l'État français au travers de Nicolas Sarkozy en 2011, qu'il a participé à la chute de la Jamaïque arabe libyenne, que cet individu est responsable de la torture de milliers de Libyens, y compris de notre coordinateur général Taher Daesh, qui a été torturé pendant 40 jours par les hommes de M. Abdelhakim Belladj, puisque M. Abdelhakim Belladj, à la chute de Tripoli, avait été nommé le responsable militaire de la zone de Tripoli. Donc aujourd'hui, il faut voir au travers de cette rencontre. Alors au Sénégal, c'est intéressant puisque le président sénégalais était le premier pays africain à avoir trahi la Jamaïque arabe libyenne, Mouammar Kadhafi, puisque le Sénégal a été le premier État à reconnaître ce gouvernement d'occupation imposé par l'OTAN et au travers de l'ONU en 2011, à savoir le CNT. Donc c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, la France organise une rencontre avec des pseudo-kadhafistes, puisque ce mouvement populaire national libyen est composé essentiellement d'anciens hauts fonctionnaires de la Jamaïque arabe libyenne, qui dès lors avait annoncé la candidature de Saïf al-Islam Kadhafi il y a à peu près 2 mois, sans l'accord de Saïf, puisque ces derniers l'ont reconnu à différents journalistes du Moyen-Orient et du Maghreb, au travers de M. Khaled Le Gouel, qui était présent lors de cette réunion, présentée comme une réunion interlibyenne de réconciliation nationale. Or, il faut y voir, au travers de cette rencontre, une manœuvre, une fois de plus, des services français pour forcer les kadhafistes à accepter le processus électoral qui légitimerait l'occupation de la Jamaïque arabe libyenne. Donc M. Khaled Le Gouel, qui représente le mouvement populaire national libyen, qui était présent lors de cette rencontre, au même titre que Hajmi El-Atri, qui avait annoncé la libération de Saïf al-Islam, sont vus par le peuple libyen, par les tribus libyennes, comme étant des collaborateurs, et ces personnes ne représentent en rien le peuple libyen, encore moins le Conseil suprême des tribus libyennes, qui a nommé Saïf al-Islam Kadhafi comme étant le représentant légal. Le nouveau guide. Donc nous voyons qu'au travers
de ces manœuvres, les acteurs, alors c'est intéressant, c'est-à-dire que il faut y voir, au travers de M. Olivier, sa fondation Congo-Brazzaville, la main de Sassou Nguesso. Le Sénégal, qui a été le premier pays africain à avoir trahi Muammar Kadhafi en ayant reconnu le CNT. Donc on voit encore une fois de plus que la France essaye, en prenant des individus qui se revendiquent comme étant kadhafistes. Or, ces derniers ne le sont pas, puisque dès lors que des pseudo-kadhafistes acceptent de participer à des élections voulues par l'ONU, dès lors, ils ne sont plus kadhafistes. Bah oui. C'est aussi simple. La situation est très simple. Donc aujourd'hui, effectivement, on voit encore la France qui part dans une voie de garage, qui essaie de conférer une légitimité, de parler d'une pseudo-réconciliation, essayer de forcer les kadhafistes, les tribus libyennes et Saïf al-Islam à participer à des élections en présentant, au travers de leur journal de propagande Jeune Afrique, une réconciliation interlibyenne. Alors ce qui est intéressant, c'est que M. Olivier a été interviewé par RFI et que ce dernier prend les mêmes propos que nous tenons depuis plusieurs mois au sein du Comité révolutionnaire international, à savoir que aujourd'hui, le peuple libyen ne veut plus d'ingérence étrangère et veut se jouer de la réconciliation nationale. Sauf que ce serait un contresens de penser aujourd'hui que les kadhafistes souhaitent parler avec ceux qui sont responsables de l'occupation de la Jamaïque arabe libyenne, à savoir les frères musulmans, au travers de M. Abdelhakim Belhadj. Saïf al-Islam a fait passer auprès des tribus libyennes, il était hors de question qu'il se rapproche des frères musulmans et de Abdelhakim Belhadj, qui sont responsables de la mort du père de Saïf al-Islam, de deux de ses frères, et de la mort de dizaines de milliers de Libyens et de la situation chaotique. Donc ce mouvement populaire national libyen, aujourd'hui, sont considérés comme des traîtres au peuple libyen, des traîtres à la Jamaïque arabe libyenne, puisque ces derniers n'ont qu'un intérêt premier, c'est-à-dire de jouer de l'image de Saïf al-Islam, espérant glaner quelques strapontins dans ce gouvernement d'occupation de type démocratie parlementaire occidentale pour des fins purement personnelles. Donc voilà, je voulais simplement clarifier ce point. Aujourd'hui, la position du Conseil des tribus libyennes est très claire. Ces gens sont considérés comme des traîtres à la nation. Alors il est intéressant que dans l'article, M. Bachir Saleh, qui est actuellement en repos après sa tentative d'assassinat il y a à peu près un mois et demi à Johannesburg, donc ce dernier est à Dubaï en convalescence, a fait passer un mot de soutien à cette initiative voulue par les réseaux de la France-Afrique, par des reliquats de ces réseaux Sarkozy et Fabius. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui que M. Le Drian n'a pas appréhendé la situation. M. Le Drian n'a toujours pas fait le nécessaire pour nettoyer ces réseaux mafieux qui sont responsables du chaos en Libye, mais qui sont de fait responsables de la vague migratoire massive dont est victime aujourd'hui les peuples européens, mais aussi de ces attentats qui sont aujourd'hui perpétrés en Europe. Voilà. Donc il me paraissait important de faire le point par rapport à cette situation, puisque ce mouvement populaire national libyen ne représente en rien le peuple libyen, l'héritage de Muammar Kadhafi. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai été assez explicite quant à ces traîtres aujourd'hui et à ces manœuvres de l'État français, des services français qui, une fois de plus, partent dans une voie de garage. Et cette réconciliation nationale
est voulue et souhaitée par Saïf al-Islam, mais elle passera au travers des tribus libyennes et non pas d'un mouvement populaire national libyen qui sont composés de personnes qui se revendiquent Kadhafi, alors qu'ils ont trahi d'ailleurs la Libye, puisque la plupart des membres de ce mouvement populaire national libyen, dès la prise de Tripoli, ont quitté la Libye et sont en exil, dont beaucoup sont en asile politique en Europe et n'ont aucune légitimité auprès des tribus libyennes restées en Libye et de cette résistance libyenne qui résiste et qui tente, qui va prochainement d'ailleurs libérer la Jamaïque arabe libyenne occupée. Alors, je dirais, pour poursuivre un petit peu sur les approches de certains services, tu m'as confié l'information selon laquelle les services français ont tenté diverses approches au travers d'hommes d'affaires français ciblant le Comité révolutionnaire international. Qu'en est-il? Oui, depuis à peu près 1 an et demi, des hommes d'affaires, nous savons pertinemment que derrière il y a la main des services, ont tenté de se rapprocher du Comité révolutionnaire international, puisque nous travaillons, comme tu le sais, tes auditeurs le savent maintenant, en étroite interaction et collaboration avec le Haut Conseil suprême des tribus libyennes. Donc ces derniers ont tenté de se rapprocher de nous pour voir quelles aides nous pouvions avoir besoin. Donc on avait revendiqué des aides médicales, puisqu'aujourd'hui la situation sanitaire est catastrophique en Libye, comme j'ai pu l'évoquer. Oui. Il y a 20% d'hôpitaux qui tournent uniquement dans les zones tenues par ces milices takfiristes. Donc il y a un manque de cachets, de premiers soins. Alors, il y a beaucoup de diabète en Libye, d'hypertension, de lait pour enfants, pour nouveau-nés. Enfin bon, il y a une absence totale aujourd'hui de venin. Donc on avait, ces hommes d'affaires se sont rapprochés de nous, puisqu'ils savent que à court voire moyen terme, nous allons libérer la Jamaïque arabe libyenne. Donc ils voient au travers du Comité révolutionnaire international un contact certain avec le prochain État en devenir, puisque la libération de la Jamaïque arabe libyenne sera effective, puisque c'est le souhait aujourd'hui des tribus libyennes et du peuple libyen. Donc ces gens se sont rapprochés à différentes occasions, voyant un petit peu notre détermination à refuser le processus électoral. Ces derniers ont tenté à différentes reprises de nous apporter des menaces verbales, en nous mettant en garde. Donc nous avons souhaité couper tout contact avec ces hommes d'affaires, puisqu'on nous prêtait des problèmes à court terme si on n'acceptait pas justement de rentrer dans les rangs voulus par l'État français, notamment au travers de cette dernière rencontre qui a pu avoir lieu au Sénégal. Voilà. Donc notre position était très claire, c'est-à-dire que nous ne fonctionnons pas sous le jeu du chantage ou des menaces. Donc nous avons bien évidemment mis un terme à ces relations avec ces hommes d'affaires, puisque ces hommes d'affaires sont tout simplement envoyés par les services français. Voilà. Bon. Donc la problématique se pose maintenant auprès de ces personnes, puisque nous avons transmis, bien évidemment, les noms de ces gens à nos camarades de l'intérieur qui seront se rappeler, une fois que la Jamaïque arabe libyenne sera libérée, du comportement peu moral, dirons-nous, de ces individus, qui n'ont que faire d'ailleurs de l'intérêt du peuple libyen, mais qui voient au travers du Comité révolutionnaire uniquement des intérêts financiers à court voire moyen terme,
une fois que la Jamaïa arabienne sera libérée. Alors, le troisième point à aborder, c'est une émission qui va avoir lieu ce soir sur France 2 à 20h55, c'est-à-dire l'émission qui est maintenant de plus en plus connue, qui s'appelle Cache Investigation avec Élise Lucet comme animatrice, va faire passer l'interview du coordinateur général mondial du CRI, c'est-à-dire Taher Daesh. Que peux-tu nous en dire? Voilà, donc oui, effectivement, Élise Lucet, Cache Investigation, ont décidé il y a 1 an et demi de mener une enquête pour mettre en lumière le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. À ce titre, notre coordinateur général, Taher Daesh, a été interviewé par Nicolas Vescovaci, qui est donc le producteur, dirons-nous, de cette émission, le journaliste qui a enquêté sur ce financement. Et Taher Daesh a permis notamment l'interview de différentes personnalités libyennes qui vont mettre en lumière ce soir le modus operandi du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy dès 2006. Donc il s'agit de témoignages exclusifs, explosifs, qui vont certainement permettre à la justice française de mieux appréhender le modus operandi de ce financement. Alors, ce que je tiens quand même à rappeler, une information importante, c'est que Mediapart, qui a enquêté, et ce depuis 2011, au moment de l'intervention libyenne, ont enquêté sur le financement de cette campagne. Mais une information importante et intéressante que je dois communiquer. Mediapart bénéficiait, et je crois bénéficie encore l'année dernière, de financement de la part d'Alexandre Djouri, Oui. ami intime de Nicolas Sarkozy. J'ai indiqué, il me semble, dans les premiers sites REP, que Mediapart enquêtait sur des informations qui étaient erronées, non avenues. Et ces informations ont permis notamment d'envoyer les 3 juges d'instruction sur des voies de garage lors de cette enquête. D'accord. Dans ce reportage, Taher Daesh indique clairement le versement d'une somme de 20 millions d'euros. Il avait déjà tenu, dans un livre qui avait été réalisé par Catherine Gracier, Sarkozy, Kadhafi ou l'histoire d'une trahison, qui était sorti au Seuil, me semble-t-il en septembre 2013, avait déjà fait part de certaines informations, moins détaillées bien évidemment, puisqu'à l'époque, par souci de sécurité, il avait donné des informations quand même, et cette piste a complètement été occultée par Mediapart. Donc c'est quand même intéressant de savoir qu'aujourd'hui, Mediapart bénéficie du soutien financier pour son média de la part d'Alexandre Djouri. Et on voit que la justice, pendant plusieurs années, ont enquêté par rapport à des enquêtes, à des articles de Mediapart qui, au final, ne correspondaient pas à la réalité des faits. Je tiens à préciser aussi que le Comité révolutionnaire international, dès novembre de l'année dernière, s'est rapproché des enquêteurs de la brigade financière, du pôle financier, des enquêteurs sur ce dossier-là. Et ce qui était intéressant par rapport aux informations qui ont pu être transmises lors de cet entretien, Nicolas Sarkozy a été mis en examen quelques mois plus tard. D'accord. Donc ce reportage va être explosif en termes d'information. Alors, évidemment,
les preuves ne seront pas communiquées dans le cadre de ce reportage, pour la simple et bonne raison que le peuple libyen aujourd'hui a son propre agenda, et l'agenda journalistique et judiciaire français n'est pas une priorité aujourd'hui pour le peuple libyen. Donc ces preuves existent, ces vidéos existent, qui mettent en scène les collaborateurs de Nicolas Sarkozy, qui sont des personnages publics, comme j'ai pu te l'indiquer lors de notre dernier site-rep. Et elles seront révélées le jour venu, c'est-à-dire lorsque la situation libyenne, s'y prêtera. Mais elles sortiront. Et nous avons affaire, au travers de cette affaire, au plus gros scandale de la Ve République, puisque cela confirmera que l'implication de Nicolas Sarkozy concernant l'agression du peuple libyen et sa détermination à vouloir avoir assassiné et avoir tout fait pour assassiner Muammar Kadhafi est uniquement motivée pour faire taire Muammar Kadhafi sur le financement, non pas présumé, car il y a eu financement de sa campagne par l'État libyen au travers de Muammar Kadhafi. Voilà, donc ce reportage, bien évidemment, j'invite tes auditeurs qui verront cette vidéo, j'espère, avant la diffusion, justement, de regarder ce reportage, puisqu'il y aura des informations importantes. Je tiens aussi à adresser que le Comité révolutionnaire international a travaillé en étroite collaboration avec Nicolas Vescovaci pour faire en sorte qu'il puisse disposer de témoignages d'acteurs premiers qui ont été témoins de ce financement et de la manière dont s'est orchestré et s'est mis en place les versements de ces sommes dès 2006. Voilà. Donc c'est important puisque Taher Daesh aujourd'hui, coordinateur général du Comité révolutionnaire international, a été pris au sérieux dans ses propos, qui corroborent des propos d'autres témoins et d'autres acteurs, et sera donc ce soir sur France Télévisions pour expliquer les informations qu'il a en sa possession. Voilà. Donc effectivement, nous sommes le 22 mai, c'est donc ce soir, 20h55 sur France 2, Cache Investigation animée par Élise Lucet, avec l'interview exclusive de Taher Daesh comme coordinateur général mondial du CRI. Alors on va passer au sujet suivant, et un sujet qui mérite un démenti, semble-t-il, puisque certains parlent d'une préparation d'opération de l'OTAN contre la Libye. Alors c'était les informations en question, c'était des Libyens auraient vu passer dans le ciel de Tripoli des avions inconnus, etc. Voilà. Donc quelle est ta réponse par rapport à ça? Parce que ces informations-là commencent à se diffuser un petit peu dans les réseaux d'information alternatifs. Et il ne faudrait pas que ça continue de se diffuser si tout ça est une mauvaise interprétation de la réalité. Oui, enfin des avions qui volent de manière anonyme dans le ciel libyen depuis 2011, c'est pratiquement tous les 15 jours. Je tiens quand même à passer l'information auprès de tes auditeurs que dans la zone de l'Est, à 120 km de Benghazi, il y a un aéroport militaire où sont présents des avions émiratis, des Émirats arabes unis. Il y a aussi quelques MiG qui sont sous le contrôle de Kara, un chef de milice takfiriste qui tient actuellement l'aéroport de Mitiga et qui use de services de mercenaires anglais pour pouvoir piloter ces avions, puisque la plupart des pilotes
de la Jamaïque arabe libyenne aujourd'hui sont retournés du côté de Haftar. Il ne faut pas y oublier aussi l'intervention des États-Unis sur des opérations pour faire le nettoyage auprès de ces chefs de milice de Daesh. Donc voilà, il n'y a rien de nouveau en tant que tel. Et non, l'OTAN aujourd'hui ne peut pas intervenir en Libye. Il n'y aura pas d'intervention de l'OTAN, puisqu'aujourd'hui le chaos ambiant permet aux Américains de continuer de piller le pétrole et le gaz libyen. Donc la situation pour le moment satisfait grandement les compagnies américaines, et l'OTAN ne pourra pas intervenir en Libye. Voilà, bien évidemment, demain il y aurait besoin d'une résolution de l'ONU. Il est évident que tant la Chine ou la Russie mettront de fait un veto, puisque l'épisode de 2011 est difficilement passé auprès de Poutine, puisque Poutine s'est clairement exprimé sur ce dossier. Non, je crois que là, nous avons affaire à des analyses où des gens associent des événements qui n'ont strictement rien à voir. La situation est très complexe en Libye. Voilà. Aujourd'hui, l'OTAN n'a pas de projet ou l'ambition d'intervenir en Libye, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, l'OTAN, puisque l'OTAN est un organe américain, contre les Américains, pourquoi les Américains iraient intervenir en Libye alors qu'aujourd'hui, ils contrôlent et prennent contrôle le pétrole libyen? Ça n'a aucun sens. Non, cette information est nulle et non avenue. Voilà. D'accord. Alors il nous reste un petit quart d'heure pour évoquer le reste des sujets. Quelles sont les activités des comités révolutionnaires africains actuellement? Alors ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, plusieurs chefs d'État africains se sont rapprochés de certains de nos coordinateurs, puisque nous sommes, comme tu le sais, présents en Afrique de l'Ouest, pour voir de quelle manière, déjà pour appréhender réellement la situation en Libye, cette résistance du peuple libyen, de voir de quelle manière ils peuvent aider à la reconnaissance et à la légitimité de ce Haut Conseil suprême des tribus libyennes. Donc on voit aujourd'hui que le CRI en Afrique jouit d'une reconnaissance d'État souverain, preuve que le Comité révolutionnaire international en Afrique est très actif, et on peut s'attendre d'ailleurs dans les prochaines semaines ou les prochains mois à l'organisation d'un congrès du Comité révolutionnaire international dans un pays africain, où on pourrait y voir notamment des représentants de ce Haut Conseil suprême des tribus libyennes. Voilà. Donc c'est intéressant de voir que des États, justement, s'intéressent au plus près du Comité révolutionnaire international. D'accord. Alors revenons en Libye. Et peux-tu nous faire part de la situation générale actuelle en Libye, justement? La situation est toujours au point mort. Nous avons Haftar qui avait été hospitalisé à Paris, qui est rentré donc sur Benghazi, qui a tenté en vain de reprendre la zone de Derna, qui est sous contrôle de milices takfiristes. Haftar, d'ailleurs, l'annonce de son décès ou de son incapacité à reprendre le pouvoir a montré aujourd'hui que les proches d'Haftar étaient incapables de se coordonner et de s'unifier, puisqu'il y a un général qui avait subi d'ailleurs une tentative d'assassinat. Les tribus de l'Est aujourd'hui sont très divisées quant à la légitimité du général Haftar. Donc il n'y a pas de solution à terme. D'ailleurs, Haftar est toujours malade, donc il n'y a pas d'avenir à moyen terme. Et c'est pas l'homme qui va incarner la Libye de demain. La situation à Tripoli
est toujours aussi chaotique. Hein. Il y a toujours autant d'enlèvements. Ce qui est intéressant d'ailleurs, alors je ne sais pas si Nicolas Vescovaci, qui a fait ce reportage pour Cage Investigation, ce dernier s'était rendu à Tripoli et faisait part d'une situation catastrophique puisque il n'y a pas d'autorité. Il avait été des fixeurs lui avaient été imposés par le ministère des Affaires étrangères de Tripoli. Ces derniers ont refusé de se rendre dans les quartiers de Tripoli par rapport à des problèmes de sécurité. Donc on voit bien que aujourd'hui la situation est toujours dans le statu quo. La situation sanitaire et sociale ne fait que s'aggraver jour après jour. Voilà, donc on n'a pas aujourd'hui de solution voulue et proposée depuis des mois et des mois, on peut même dire des années par l'ONU au travers de Sarraj. Et Haftar a démontré et démontre aujourd'hui qu'il est dans l'incapacité de pouvoir unifier la Libye. Et d'ailleurs militairement, il est largement affaibli puisqu'il n'a pas été capable de reprendre Derna, qui est tenu aujourd'hui par quelques centaines de takfiristes djihadistes. Voilà. D'accord. Alors, pour la situation en Libye, des ONG annoncent qu'1 million de Libyens ont des besoins humanitaires d'urgence. Que peux-tu en dire? Alors, il parle effectivement d'1 million de Libyens en Libye. Mais ils ont omis de préciser qu'il y a toujours ces 3 millions de Libyens qui sont exilés depuis 2011 et qui vivent dans des conditions catastrophiques. Hein. Comme j'ai pu le dire, les enfants ne sont pas scolarisés, une absence de soins. Pour l'essentiel, ils sont en Tunisie et en Égypte, tolérés par solidarité fraternelle par ces États, mais ne disposent pas de titre de séjour, donc pas d'accès aux soins, pas d'accès à la scolarité, n'ayant pas de revenus. Donc effectivement, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, l'ONU pointe du doigt les problèmes humanitaires à la direction d'1 million de Libyens sur 3 millions. Hein, c'est quand même assez intéressant. Les 3 restants. Je tiens quand même à rappeler sur 3 millions, parce qu'aujourd'hui, il y a à peu près 3 millions de Libyens en Libye, puisqu'on a à peu près 3 millions en exil. C'est ça, ouais, 6 millions au total d'habitants. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que la production de pétrole a augmenté, hein, puisque là, on a à peu près 1 200 000 barils jour. Le gaz, on est à 4 à 5 millions de mètres cubes jour, hein, qui sont contrôlés et gérés par la société Eni. Mais par contre, il y a des problèmes, puisque cet argent ne retourne pas à la direction du peuple libyen, puisque l'ONU décrète qu'il y a 1 million de Libyens en Libye qui ont besoin d'aide humanitaire. Pourquoi ? Parce que l'essentiel de ce gouvernement d'union nationale, de ce semblant d'État, il y a un niveau de corruption tel que cet argent aujourd'hui est pillé par ces milices takfiristes, par ces hommes politiques véreux. Alors on accusait Muammar Kadhafi d'avoir fait une fortune qui n'a jamais été prouvée d'ailleurs, hein, puisque la plupart des avoirs libyens étaient portés par la Jamaïque arabe libyenne et non pas au nom de Muammar Kadhafi. Et nous avons la résistance numérique, enfin l'intelligence numérique, la résistance verte, qui a piraté des boîtes mail de l'ensemble d'une dizaine de chefs de milices takfiristes importantes de Misrata mais aussi de Tripoli, où ils ont constaté qu'il y avait des centaines de millions de dollars qui avaient été détournés, qui sont aujourd'hui placés en Suisse, en Turquie, mais aussi en Angleterre. Voilà. Donc voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'ONU est maintenant obligée de rendre public cette situation catastrophique. Je tiens quand même à te préciser que nous, au sein du Comité révolutionnaire international, depuis 2012, nous avons alerté l'ONU, la mission des droits de l'homme pour la Libye, mais aussi la mission des droits de l'homme, la commission des droits de l'homme à Genève, justement, de cette situation catastrophique auprès des Libyens. Fort de constater qu'aujourd'hui, ils n'ont d'autre choix que d'accepter, mais d'en minimiser, bien évidemment,
le nombre, hein, puisqu'aujourd'hui ils estiment à 1 million, alors que nous sommes à peu près, nous estimons à peu près entre 3 millions et 3,5 millions Libyens qui aujourd'hui ont besoin d'aide humanitaire. Alors ce qui est quand même un peu un paradoxe, c'est qu'en 2011 la Libye était le pays le plus riche d'Afrique, et aujourd'hui il est en train de devenir le pays le plus pauvre d'Afrique. C'est la preuve que c'est une catastrophe. Voilà, alors que la Libye dispose de la plus grande réserve de pétrole d'Afrique. Et c'était un petit pays. Et voilà, on voit bien aujourd'hui que la conséquence de l'agression et de l'occupation de la Jamaïque arabe libyenne était destinée uniquement à piller le pétrole, hein, comme ça a été le cas en Irak. C'est ça. Et là, en Libye, nous sommes dans une situation qui est beaucoup plus exacerbée et catastrophique. Ce qui d'ailleurs annonce... le Libyen est très lucide, hein, par rapport à cette situation. Donc il est évident que... Mais le peuple libyen d'ailleurs est de culture révolutionnaire, hein, puisque Muammar Kadhafi a libéré la Libye, mais il ne l'a pas libéré seul. Hein. En 1969, il avait bien évidemment l'appui de l'ensemble des tribus. Donc le peuple libyen qui a su faire face à la colonisation italienne fait face aujourd'hui à la tentative de colonisation de la Jamaïque arabe libyenne et saura libérer la Jamaïque arabe libyenne. Ça, c'est culturel, hein, chez les Libyens. Donc voilà. Donc, mais bon, on est en train de voir vraiment clairement ce que nous, au sein du Comité révolutionnaire international, nous exprimons depuis 2011, en ce moment est en train d'être conforté et confirmé par différentes ONG, hein, que ce soit Amnesty International, HWR, différentes ONG suisses aussi qui sont présentes, mais aussi par des instances de l'ONU. Voilà, c'est intéressant, me semble-t-il. Voilà. Alors, dans la perspective de ce que tu viens de nous dire, qu'en est-il du projet d'élection nationale libyenne voulu par l'ONU cette année? Il y a quelques semaines, hein, il y a le bureau, le local qui recensait, enfin, le local qui permettait de recenser les futurs votants, enfin qui recense l'inscription des Libyens, a été attaqué, hein, un attentat, alors on ne sait pas par qui, où il y a eu 12 morts. Donc on voit bien que ces élections aujourd'hui sont, comme j'ai pu le dire, hein, d'ailleurs, hein, et ça se confirme par les faits, malheureusement, dirons-nous, puisqu'il y a eu 12 morts, c'est confirmé, puisque symboliquement, il y a eu cet attentat meurtrier, une manière aussi de montrer que ces élections n'ont pas lieu, et ne peuvent pas avoir lieu en Libye, hein, et ne sont pas souhaitées d'ailleurs, hein, pour l'essentiel, hein, parce qu'aujourd'hui, l'ensemble des Libyens ne souhaitent pas ces élections. Alors on peut voir des interviews diverses et variées de journalistes indépendants qui travaillent pour les médias mainstream, qui vont aller interroger des Libyens, que ce soit à Misrata ou à Tripoli, qui sont ceux-là même qui ont collaboré à l'occupation de la Jamaïque arabe libyenne. Donc nous n'avons pas affaire à des témoignages crédibles, dirons-nous, hein, puisque ces gens ne représentent rien. Ce sont des gens qui vivent dans des bonnes conditions, hein, puisque ils sont des miliciens ou dépendent de milices qui aujourd'hui occupent la Jamaïque arabe libyenne, donc profitent aussi du pétrole. Donc on n'a pas d'objectivité aujourd'hui. Mais l'essentiel des Libyens, puisque je l'ai dit, le Conseil suprême des tribus libyennes ne souhaite pas de ce processus électoral qui validerait l'occupation de la Jamaïque arabe libyenne. Voilà. Donc les élections n'auront pas lieu, tout simplement. Alors il nous reste 3 minutes. 3 minutes pour évoquer le reste, éventuellement un dernier sujet, une info à ajouter. Ah oui. Alors c'est intéressant, c'est que on parlait notamment du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. Des réseaux nous ont fait état, et là c'est une petite exclusivité puisque cette information pour le moment n'est sortie nulle part, que Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française, a un cancer et
c'est qu'il est dans un état de santé des plus affaiblis. Voilà. Alors peut-être aussi une manière à Muammar Kadhafi, au peuple libyen, comment dire, Une justice immanente. voilà. Et ça, c'est une information de première main, puisque c'est une information qui mène de nos réseaux, hein, et qui nous est parvenue dernièrement. Voilà. D'accord. Bien. À moins de rajouter peut-être autre chose en 2 minutes chrono, je dirais. Bah, simplement, moi, j'invite tes auditeurs à regarder avec attention ce reportage de Cache Investigation ce soir, d'écouter attentivement le coordinateur général du comité révolutionnaire Terre Daesh, qui met en lumière le versement de 20 millions d'euros. Voilà, et puis ça me permettra justement de... Et ce reportage est fait de telle manière que lorsqu'on le voit, même s'il n'y a pas d'éléments de preuve, donc de vidéos, de photos, de traces de versement, au regard, après ce reportage, je pense que l'ensemble des téléspectateurs comprendront qu'il y a réellement eu financement. Et il y aura, comme je te l'ai dit tout à l'heure, le moment venu, le moment le plus opportun, divulgation de ces preuves auprès de la justice française, mais aussi auprès du peuple français et des peuples européens, puisque Nicolas Sarkozy a quand même fourvoyé l'Europe dans ce conflit libyen. Et le comité révolutionnaire international amènera ses preuves le jour où la situation s'y prêtera, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Voilà. Bien. Merci Franck Pucciarelli de nous avoir offert cette exclusivité, hein, ce CITREP, ce 6e CITREP, pour nous donner des informations vraiment crédibles venant de Libye, hein, et pas ces espèces d'enfumage diffusés ça et là pour tenter de nous empêcher d'y voir clair sur le sujet. Merci Franck. C'est moi qui te remercie, Tom, hein, une fois de plus, d'être constant et régulier, qui permet d'ailleurs au peuple libyen, au travers de ma voix, de pouvoir s'exprimer et puis de pouvoir porter justement la réalité en Libye. Donc je te remercie de ta fidélité et de la constance de ton travail qui, je sais, n'est pas aussi évident pour toi, hein, et de cette énergie que tu déploies, de cette conviction pour pouvoir porter une information juste, comme tu peux le faire aussi au travers de Christelle, des CITREP aussi sur la Syrie, et voilà. Donc je te remercie, c'est moi qui te remercie, Tom, de ton travail et de toute l'énergie, de tout le temps que tu passes pour transmettre la vérité auprès de tes auditeurs. Merci Franck, et à un prochain CITREP, à bientôt. À très bientôt Tom, à très bientôt. Merci à toi. Au revoir. Merci, à bientôt, au revoir.